Ça a commencé. Bonjour à tous. Hop, j'autorise des personnes. L'enregistrement s'est bien lancé. Hop, parfait. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Merci en tout cas de vous être connectés à l'heure et aussitôt à ce webinaire. Je vois qu'on est 47. Bon, on va commencer tranquillement. Ça me permettra d'introduire la session et ça me fera venir les derniers participants. Donc, comme vous avez pu le voir du coup dans le lien d'enregistrement, on souhaitait vous parler aujourd'hui de la CPS 4 et notamment sur tout ce que vous pouvez savoir pour anticiper son arrivée. Et du coup, autour de la table, on a la chance d'avoir un expert qui va être là pour tout vous présenter. Donc, Joachim, je peux te laisser peut-être te présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc, Joachim Metzger, moi je suis directeur du domaine identification et accès au sein de l'ANS, notamment en charge de tout ce qui est Pro Santé Connect, ICPS et donc de la CPS. Et du coup, alors pour me présenter rapidement, donc Alexandre Esca, moi je travaille aussi à l'Agence du numérique en santé et je fais partie de l'équipe qui accompagne les utilisateurs à tout ce qui touche de près ou de loin à l'identification ou l'authentification des professionnels. Donc aussi bien sur le RPPS, l'annuaire et ses moyens d'identification dont la CPS. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on a l'habitude de présenter une petite partie sur les bonnes pratiques, je pense que vous connaissez déjà par cœur. Comme vous avez pu le voir, les caméras et les micros sont coupés. Donc ça, c'est pour éviter potentiellement, notamment sur des personnes qui arrivent ensuite, de gêner la présentation. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la partie conversation ou la partie Q&R. Comme ça, on va les récupérer au fur et à mesure. L'idée est que pour faciliter le replay ensuite, on prenne les questions à la fin de la session. Comme ça permet d'avoir une présentation qui se déroule de bout en bout. Et du coup, derrière, si vous voulez revoir le replay ensuite, ce sera plus simple pour tout le monde. Voilà, et du coup, on aura le temps ensuite, je pense, de prendre ces questions sans souci. OK, Je laisse donc je Joachim. prends la suite. Voilà. Donc, rebonjour à tous. Alors, le déroulé du webinaire, on va d'abord parler de pourquoi, en fait, on fait une CPS V4. Il faut rappeler un peu quelles sont les problématiques de pourquoi on fait des versions de CPS. Ensuite, bien entendu, quelles sont les différences entre la V3 et la 4. Un calendrier, une stratégie de déploiement de la CPS 4. Un processus de commande des cartes de test aussi et une checklist pour préparer l'arrivée de la CPS 4. Alors, vous verrez, c'est juste quelque chose qui vous permet de faire en mode pense-bête dans votre structure, comment vous pourriez vérifier que vous êtes prêt pour la CPS 4. Et puis un petit récapitulatif des liens et documentation utile qui, bien sûr, la présentation étant fournie ensuite. Alors, pourquoi une CPS 4? D'accord. D'abord, la CPS, c'est une carte d'identité professionnelle électronique, d'accord, qui est dédiée au secteur sanitaire, social et médico-social. Elle permet, dans le cadre de cette activité de santé, d'attester de leur identité et de leur qualification professionnelle. Donc, c'est celle que vous connaissez qui est à droite là, avec ce visuel. La carte CPS est inscrite dans la loi. Donc, je ne vais pas répéter le texte de loi. Elle est inscrite dans le référentiel d'authentification de la PGSSIS, que je vous invite à parcourir si ce n'est pas déjà fait. Euh, à cet effet, la carte CPS contient des certificats électroniques d'authentification, donc c'est ceux qui vous permettent notamment de faire de l'authentification au sein d'un navigateur, d'accord, et faire aussi de la signature du porteur qui est souvent et principalement utilisée actuellement pour faire tout ce qui est facturation Sésame Vital dans l'exercice libéral. Euh, un certificat, donc c'est un fichier informatique contenant les informations de son propriétaire et certifié par un tiers de confiance qui est l'ANS. En l'occurrence, les certificats de la CPS, donc CPS V3 comme V4, ça ne change rien, sont issus de l'IGC Santé, d'accord, qui est une infrastructure de gestion de certificats. Et donc ça, pour le coup, ça ne change pas. Un petit rappel, d'accord, pour la suite de la présentation, quand on va pas dire le terme CPS, d'accord, dans ce cas, il est utilisé génériquement pour parler de toutes les cartes, donc à la fois des CPS, bien sûr, mais des CPF, des CDE-CPE, des CDA-CPA. Il n'y a pas de distinction entre ces cartes-là. Là, on parle vraiment de la version V3, V4 du support. En fait, on est sur une problématique de composants cryptographiques et de contenu de la carte, pas sur une problématique de, j'ai envie de dire, de visuel de carte ou de population ciblée. Alors, un petit rappel de l'historique, hein. Pourquoi on fait une nouvelle carte? En fait, ce n'est pas nouveau.
Là, je n'ai pu remonter que jusqu'à la CPS 2, d'accord, d'avril 98. Ensuite, on a eu de la 2 bis, de la 2 ter, de la 3 points, de la 3.3 et aujourd'hui, on est à de la 4. C'est une situation qui est assez logique, hein. Tout le monde de la carte, en fait, connaît ces problématiques-là. Les cartes bancaires connaissent ça. J'imagine que les cartes Navigo aussi. Pour les utilisateurs finaux, c'est généralement transparent ou alors il y a un changement de visuel. Ou alors il y a une nouvelle fonctionnalité qui apparaît ou une ancienne qui disparaît. Mais généralement, quand on change de carte à puce, du point de vue du projet ou de ceux qui les gèrent, pour l'utilisateur final, le cas nominal est toujours géré. Donc c'est ce qu'on parlait de juste avant, c'est authentification et signature. Euh, alors, historiquement, la CPS était prévue, hein, est prévue pour faire de la facturation électronique, d'accord, via de la signature, de l'authentification et du stockage de données. La signature, on l'a dit tout à l'heure, des FSE. L'authentification, c'est pouvoir se connecter au système d'information et stockage de données. Pourquoi? Parce que dans la carte, il y a des informations nécessaires et suffisantes pour réaliser cette facturation. Euh, le composant 3 donc de la CPS V3 actuelle arrive en fin de vie. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est classique, d'accord. Il n'y a pas de composant électronique, hein, quel qu'il soit, qui dure, notamment en termes de sécurité, puisque c'est une carte sécurisée, qui peut se targuer de tenir plus de 10 ans. C'est extrêmement compliqué. Donc il n'est plus produit, plus maintenu actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, le fournisseur du composant a défini sa fin de vie. Et on a donc pour le coup, passer une dernière commande de ce composant, d'accord, en fin de cette année, je crois. Nous avons passé une dernière commande pour assurer le maintien de la CPS3 jusqu'au mois de juillet 2025. D'accord. Donc aujourd'hui, on tient en quantité de CPS3 jusqu'au mois juillet 2025. Comment on a calculé ça? On a calculé ça par rapport à notre parc d'identité, de personnes et de porteurs, de renouvellement aussi à échéance du nombre de cartes jusqu'à juillet 2025. Alors, c'est normal parce que comme toute technologie, je l'ai expliqué, on doit répondre aux nouveaux besoins des personnels de santé tout en gardant une carte sécurisée et bien sûr sur des normes internationales. C'est-à-dire qu'on n'a pas un composant qui est propre à la France et encore moins propre à la santé. C'est un composant qui est pris au sein de fournisseurs internationaux. Donc, dans le cas de la CPS3, c'est NXP et dans le cas de la CPS4 aussi, c'est NXP. Donc, pour des raisons déjà d'obsolescence aujourd'hui, ce qui est très important et qui est à retenir pour les établissements de santé, c'est que le MyFair classique intégré actuellement à CPS3 est retiré de la CPS4. Il est remplacé par le MyFair Desfire, qui passe de l'EV1 qui était en CPS3 à l'EV3 en CPS4. Donc ce point-là est important, d'accord. C'est notamment, et on en parlera, on fera un petit focus, c'est souvent la technologie qui est utilisée pour ouvrir les bâtiments quand vous utilisez de la CPS, mais aussi d'autres cartes qui viennent d'ailleurs. Le MyFair classique est aujourd'hui cassé depuis longtemps et on a considéré que pour garder une carte évaluée en termes de sécurité à un niveau acceptable, notamment par les préconisations de l'ANSSI, on a retiré le MyFair classique. Donc la CPS3 a du MyFair classique et du MyFair Desfire, hein, c'est ce que vous voyez sur le petit schéma à droite. La CPS4 n'aura plus de MyFair classique, et aura du MyFair Desfire EV3. On a rajouté de plus dans les nouveautés la norme FIDO2, qui est une norme en fait, qui est un standard qui prend de plus en plus d'importance. On en fera un petit focus dessus. Donc en fait, la carte CPS4 aura une applette à l'intérieur de cette carte qui permettra de faire du FIDO. Sur les postes de travail. De plus, on a dans le planning, alors bien sûr, ça n'a aucun intérêt à date, d'accord, d'avoir une capacité de télémise à jour de la carte CPS V4. Alors, ce qu'on appelle télémise à jour, c'est quoi? Comme je l'ai dit en début de présentation, enfin en début de ce slide, la carte permet de faire de la signature, de l'authentification et du stockage de données. Ce stockage de données comprend les informations du RPPS, d'accord, et des informations de l'assurance maladie. L'objectif, c'est d'augmenter la durée de vie de la carte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la durée de vie de la carte est liée soit à la durée de vie des certificats, qui est de 3 ans, soit à la durée de ces données. On a décidé d'augmenter cette durée de vie, et on en parlera juste après, avec une capacité de télémise à jour. La capacité de télémise à jour est à la discrétion de l'utilisateur. On en parlera après. Donc en gros, en résumé, les évolutions qu'on fait sur la CPS, c'est pour d'abord des évolutions de technologie et de sécurité.
D'accord? Et ensuite aussi, on en profite pour garantir des usages actuels et futurs. Quelles sont les différences entre la CPS V3 et la CPS V4? Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. D'abord, la première chose, c'est assurer une continuité de service. Le passage de la 3 à la V4 offre les mêmes fonctionnalités, tant aux utilisateurs qu'aux éditeurs. D'accord? Authentification, signature de feuilles de soins électroniques, accès aux données métiers. C'est en ce sens-là qu'on parle de continuité de service. Donc, usage d'authentification dans un navigateur, usage en FSE, Deathfire en contrôle d'accès physique. Effectivement, la technologie, et on le voit après, donc élever le niveau de sécurité sans réduire les usages, donc mise à niveau des mécanismes de cryptographie et abandon du MyFair classique, devenu obsolète et vulnérable. Donc je le répète dans tous les webinaires que je fais, parce que ce n'est pas le premier que je fais sur un CPSV4, il faut savoir que le MyFair classique est au moins cassé depuis 2007. D'accord? 2007. D'accord? Donc on a pris du temps pour faire ce passage-là. Aujourd'hui, c'est clairement plus une technologie acceptable. Donc mise à niveau et abandon du MyFair classique qui est maintenant devenu obsolète. Il n'empêche, hein, je fais un petit point sur le MyFair classique, on est tout à fait conscient que c'est une technologie qui est extrêmement répandue encore. Hein. D'accord? C'est pas le sujet. En revanche, en termes de niveau de sécurité, c'est clairement pas suffisant. Et le troisième point, c'est augmenter la durée de vie de la carte en la rendant évolutive. Donc, mise en place du mécanisme de télémise à jour, augmenter la durée de vie à 6 ans, d'accord, avec un renouvellement des certificats embarqués au bout de 3 ans. Mise à jour des activités et des situations d'exercice et ajout d'un volet FIDO qui permet d'avoir de nouveaux usages, notamment en ouverture de session des systèmes d'exploitation. C'est important sur cette télémise à jour, on en parlera après un petit peu sur ce point-là. Ce n'est pas forcément les structures qui sont les plus concernées par ce sujet-là, mais il faut quand même que vous soyez au courant. Parce que vous avez probablement au sein des structures des professions libérales qui viennent travailler aussi en mode salarié et qui viendront avec leur carte et qui demanderont peut-être de la télémise à jour. Alors, si vous utilisez du MyFair, on va faire un petit focus parce qu'on sait que c'est un sujet important. Donc, c'est un standard de NXP. Hein. Si vous cherchez sur Internet MyFair, vous allez tomber sur des pages de NXP, qui est une ancienne Philips. Le protocole MyFair, c'est clairement des séries de puces à circuit intégré, donc utilisées pour le contrôle d'accès physique. Donc, en fait, c'est du sans contact. D'accord? C'est vraiment du sans contact. Le protocole MyFair classique est abandonné au profit du MyFair Deathfire. Alors ça, c'est notre choix à nous. Hein. NXP n'abandonne pas le MyFair classique. Car il offre un niveau de sécurité plus robuste, enfin robuste pour les échanges sans contact. Quand on parle de robuste, c'est que en fait, le MyFair classique n'est plus robuste. Il est vraiment, on peut casser le MyFair classique en quelques secondes, en passant à côté d'un utilisateur. Le passage à MyFair Deathfire, donc ça permet de sécuriser les accès au-delà de la lecture seule d'un identifiant technique de la carte présent par défaut dans la zone contact. Alors ce qu'on est en train de dire là, c'est que on sait aussi que beaucoup d'établissements, beaucoup de structures, et c'est pas propre à la santé, hein, c'est propre à énormément de structures d'une manière générale d'entreprise, pensent faire du MyFair classique et en fait finalement par simplicité utilisent ce qu'on appelle la lecture de l'UID, l'Unique Identifier. Le MyFair classique, en fait, passer au MyFair classique ne sécurise pas plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est aussi rapidement cassable que la lecture du ID. En revanche, en mettant en place le MyFair Deathfire, on se garantit, si on suit bien les guidelines, les guides de NXP, on se garantit réellement un contrôle d'accès sécurisé. Donc les nouveautés, donc j'en ai parlé beaucoup. Donc on a un avantage significatif en termes de sécurité, d'accord. Conformité aux exigences de sécurité. Il faut savoir que le Deathfire est reconnu par l'ANSSI. L'impact sur les structures. Alors c'est très important. Les lecteurs de cartes, d'accord, doivent être compatibles du protocole MyFair Deathfire en plus de celui du MyFair classique. Souvent, en fait, les lecteurs de cartes sont compatibles MyFair classique et MyFair Deathfire. Il n'y en a pas qui sont compatibles MyFair Deathfire et pas MyFair classique. D'accord? Moi, je n'ai pas de connaissance de ça. D'accord? Et pourtant, j'ai fait du MyFair Deathfire et du MyFair classique. Les éditeurs et les établissements devront s'assurer que leurs équipements et infrastructures de lecture sans contact, donc on parle de lecteurs de cartes, mais en sans contact. Donc typiquement, ce que vous avez, les badgeuses, les ouvertures de portes, les parkings, parfois la restauration. On sait qu'il y en a qui ont aussi ça sur des imprimantes. On a entendu parler aussi qu'il y en avait sur des appareils, en fait, pour ouvrir des sessions sur des appareils médicaux. D'accord? Prennent en charge le protocole Deathfire. D'accord? On sait que ce n'est pas le cas pour tous, d'accord, notamment sur tout ce qui est comme les imprimantes, la restauration, etc. Parce que souvent,
En fait, c'est un système qui est existant auquel on a greffé du sans contact. Et en fait, le métier d'origine, c'est dans la restauration, c'est le parking et c'est pas le sans contact. L'ouverture de porte, c'est beaucoup plus rare qu'en fait les produits ne sont pas prêts d'S-Fire. D'accord? C'est beaucoup plus rare parce que normalement, ce sont les fournisseurs de lecteurs de porte en fait sont au courant des problématiques MyFair classique depuis 2007. D'accord? Donc, si votre intégrateur, par exemple, de lecteur vous dit ah ben non, nous, il est pas prévu pour Desfire, soit c'est un peu bizarre qu'en termes de sécurité, il ne soit pas au courant du MyFair Desfire, soit il est en train d'essayer de vous donner un devis un peu plus élevé que ce qu'il ne devrait être. D'accord? Je répète, hein, le MyFair classique est cassé depuis 2007. D'accord? Donc, normalement, les industriels ont eu plusieurs années pour se mettre au goût du jour. On peut considérer qu'un produit qui sort en 2010, voire 2012, est normalement compatible MyFair Desfire. Une mise à jour, un remplacement des matériels anciens pourrait être nécessaire. Alors, la mise à jour, oui, c'est possible, d'accord, effectivement. Un remplacement, posez-vous la question avec l'intégrateur de quand est-ce qu'il a été mis en place. Parce que s'il a été mis en place après 2007, normalement, vous auriez dû être au courant qu'il ne supportait pas MyFair Desfire et que c'était une faille de sécurité. D'accord. FIDO2. D'accord. Alors, FIDO2. FIDO2, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez aller acheter des clés de sécurité FIDO2 sur Amazon, d'accord, sur Amazon ou chez Boulanger ou à la Fnac, etc. Donc, c'est des petites clés USB, notamment. Il y a des grandes entreprises qui font ça, d'accord. Donc, c'est une spécification de FIDO Alliance, d'accord, qui est un consortium qui définit une authentification sécurisée à double facteur. Alors, notamment à double facteur. Nous, celle qui nous intéresse, c'est du double facteur, puisque vous connaissez notre stratégie sur l'identification électronique. On peut faire du simple facteur, on peut faire du contact, du sans contact, et dans tous les cas, voilà, on a une sécurisation. En revanche, nous, ce qu'on souhaite, c'est une authentification sécurisée à double facteur. Le FIDO2, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera disponible sous forme d'applet intégrée à la CPS4 et permettra une authentification forme et conforme, aux standards modernes de sécurité. Donc en gros, très clairement, dans l'applet FIDO2 de la CPS V4, on pourra faire de l'authentification sécurisée à double facteur. Celle-ci, très important, ne sera disponible qu'en mode contact. D'accord? Donc la carte devra être insérée dans un lecteur pour faire du FIDO2 avec la CPS V4. D'accord? C'est très important. On a déjà eu cette discussion avec certains éditeurs qui nous ont posé la question. Excusez-moi. Le FIDO2 de la carte CPS V4 ne sera pas en sans contact, il sera uniquement en contact. Nouveauté liée à cette fonctionnalité. FIDO2, c'est une option supplémentaire. Il n'y a aucune obligation. Elle sera dans la carte CPS, mais elle arrivera vierge. D'accord? C'est-à-dire, c'est vraiment, on vous offre cette fonctionnalité en plus. L'ANS ne donne rien en plus, pas de certificat en plus, etc. Il y aura une applet qui sera prête à l'usage. Les établissements pourront gérer l'enrôlement et l'utilisation des FIDO2 pour leur service, faisant de la CPS V4 un moyen d'identification électronique jusqu'à l'ouverture de session. Pourquoi? Parce que le standard FIDO2 est nativement supporté dans les systèmes d'exploitation et les navigateurs. Aujourd'hui, FIDO2, quand vous mettez votre clé FIDO2, moi j'en ai une personnellement, vous la mettez dans votre lecteur, elle est reconnue par, en gros, tout le GAFAM, d'accord, et bien sûr d'autres solutions, d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment important. FIDO2 est une excellente solution pour ouvrir les postes de travail de manière sécurisée. Impact sur les structures. Les postes de travail donc, doivent disposer d'un lecteur de carte. Et oui, évidemment, parce que autant sur une clé FIDO2 que vous achetez sur le commerce, elle est probablement USB, et donc vous pourriez utiliser votre port USB, qui n'est pas de fait dans les structures forcément accessible. Mais sur un poste de travail avec une CPS V4, il faudra un lecteur de carte. Il n'y a pas le choix, c'est une carte à puce. Donc, je répète, l'applet FIDO2 de la CPS V4 sera délivrée vierge. Si cette fonctionnalité est attendue, les structures doivent s'organiser pour enrôler les professionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? C'est tout bête, c'est qu'en fait, l'applet FIDO2, c'est en fait FIDO2, c'est un moyen d'authentification, mais elle n'est pas liée à une identité. Quand vous achetez votre clé de sécurité, et comme quand vous recevrez votre CPS V4, en fait, vous ne dites pas excusez-moi de prendre cet exemple-là, vous ne dites pas à votre vendeur, je veux avoir une clé pour Joachim Metzger. En fait, vous allez demander une clé, d'accord? Et c'est vous, après, quand vous arriverez chez vous, dans votre espace personnel, où vous allez dire, je veux que cette clé me soit associée à moi et en fait ait un lien avec mon identité. Donc ça, c'est propre à FIDO. Et donc, il faudra le faire aussi pour la CPS V4. Donc vous, au niveau des structures, il faudra que vous... Alors, c'est pas un enrôlement, j'ai envie de dire, c'est pas un enrôlement propre à FIDO2. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'une solution FIDO n'arrive pas avec l'identité au sein de l'applet. D'accord?
Les éditeurs doivent aussi proposer cette fonctionnalité dans leur logiciel pour permettre son utilisation dans les structures. Alors, au sein de leur solution, ce que ça veut dire par là, c'est qu'autant les systèmes d'exploitation, donc Windows, Apple, enfin Windows, macOS, etc., les utilisent, les navigateurs, Edge, Chrome, Firefox, Opera, etc., utilisent nativement Fido, autant une solution fournie par un éditeur de DPI, etc., si elle doit utiliser Fido 2, bah, il va falloir qu'elle l'intègre elle, ou alors elle s'appuie sur celle du système d'exploitation, mais ça peut pas s'inventer. D'accord. Alors, je vais prendre quelques questions qui sont posées là. Alors, quel contact pouvons-nous obtenir pour obtenir de l'aide sur la partie Deathfire? J'ai passé d'innombrables rappels et emails avant d'avoir un contact ANS connaissant le sujet et n'obtenu que de la doc standard et le lien du webinaire. Il nous faudra un contact technique joignable en direct. Alors, Deathfire, le Deathfire qu'on a dans la carte, c'est un Deathfire standard. Vous avez normalement toute la documentation qui est en ligne. D'accord. Des experts Deathfire, il n'y en a pas énormément au sein de l'ANS. Globalement, on doit être 2, hein, et je m'inclus dedans. Donc, c'est normal aussi que vous n'ayez pas forcément réussi à avoir les contacts. On a des plannings qui sont assez chargés. Mais je répète, le Deathfire est une solution connue. Je pense que ceux qui vous font les lecteurs doivent pouvoir vous répondre. Donc, voilà, il n'y a pas de particularité liée à la carte Deathfire CPS. D'accord. Voilà. Voilà, les éditeurs de jeux, donc je répète ce qui est dit, les éditeurs de contrôle d'accès dans les ES proposent presque tous des solutions hybrides classiques Deathfire EV1 ou 3. D'accord. Ce qui est important, c'est que c'est des solutions qui sont effectivement de haute technologie. Quand je dis haute technologie, c'est que pour aller comprendre la différence entre classique et Deathfire, c'est pas forcément évident pour le commun des mortels. En revanche, ceux qui font les lecteurs le savent. Et je vous répète, attention, normalement, ceux qui font du classique font du Deathfire. La différence qu'il peut y avoir entre un classique et un Deathfire, c'est que le Deathfire va vous demander probablement une option de gestion de clés qu'il n'y a pas dans le MyFair classique. D'accord. Et cette option peut être un peu plus coûteuse. Et c'est normal aussi parce que le MyFair classique est cassé. Le Deathfire, pour être sécurisé, il y a une gestion de clés. D'accord. Nous allons revoir nos contrôleurs. Comment obtenir un support de documentation tuto pour passer directement Fido 2 sur une nouvelle AD? J'ai envie de dire, là, pour le coup, Fido, c'est pareil, c'est du standard. Donc, vous pouvez vous appuyer sur. J'ai envie de dire, vous pouvez prendre une clé Fido qu'il y a sur que vous achetez dans le commerce et faire tout ce qu'il fait pour que Fido fonctionne. Et normalement, quand la CPS V4 arrivera, mettez un lecteur contact et en mettant la carte CPS V4, ça devrait fonctionner. Voilà. J'ai utilisé les services d'une boîte française experte dans NFC RFID pour comprendre et implémenter moi-même ma partie Deathfire avec les commandes APDU. Alors, typiquement, vous êtes rentré vraiment dans le dur en fait, du Deathfire en passant par les commandes APDU. Bravo, hein, c'est pas forcément évident, je sais de quoi vous parlez. Voilà, vous êtes allé jusqu'au bout. Normalement, vous pouvez a priori vous appuyer sur les intégrateurs de lecteurs. Je répète, leur business, c'est de vendre du lecteur. Hein, d'accord. Ne soyons pas naïfs, quoi. Peut-on pas bypasser les éditeurs en faisant passer nos flux sur un reverse proxy, prenant en charge le FIDO 2? Alors, je ne suis pas expert FIDO 2. Autant je connais bien le Deathfire, mais je ne suis pas expert FIDO 2. Je pense que là, pour le coup, il faut vraiment s'orienter vers de la documentation. Comment utiliser FIDO dans mon infrastructure? Ce n'est pas propre à la CPS V4, je répète. D'accord, c'est pas propre à la CPS V4. On intègre nativement dans la CPS V4 une applet qu'il y a dans le commerce. On ne fait rien de plus. D'accord. Voilà. Quelles sont les préconisations concernant la master key du Deathfire? Faut-il la modifier? Avez-vous prévu de fournir des outils pour le faire? Alors, la master key, c'est une bonne question sur le Deathfire. On va la fournir avec une master key qui sera donnée. D'accord. Nous, ce qu'on conseille, c'est de la modifier, d'accord, dans le cas de votre structure, afin que les données ne soient pas altérées par une tierce personne. Voilà. Ok. On reste dans notre propre clé. Ok, il y a des. Ok. Voilà. Ce qui est très important, et c'est pour ça que je fais une pause. Deathfire et Fido 2 sont standards dans la carte. Voilà. En fait, on va le faire autrement. Si l'ANS fournissait de la documentation, d'accord, sur ce sujet-là, mais vraiment de la documentation plus précise que de dire que c'est du standard ou peut-être des préconisations, ce qu'on fera dans des FAQ, en fait, on risquerait d'être probablement, comme on n'est pas des experts du sujet, d'être orthogonaux
à les vraies préconisations que donnerait FIDO Alliance ou NXP ou l'ANSSI. D'accord? Et donc, on ne ferait que répéter ce qui nous a été dit. Et si jamais il y a des modifications entre-temps, on se retrouverait probablement à préconiser des choses qui ne sont pas, qui sont peut-être erronées. Donc, ce n'est pas, à mon sens, d'accord, à notre sens, ce n'est pas une bonne approche de vous donner une documentation spécifique FIDO2 et Desfire, puisqu'on va vous les donner vierges et vous pourrez en faire ce que vous voudrez. D'accord? Alors, tout à fait. Obtenir des infos par NXP suppose de signer une NDA. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, tournez-vous plus vers les intégrateurs de lecteurs. D'accord. Normalement, ils sont tout à fait capables de vous répondre et de vous répondre correctement sur ce sujet-là. D'accord. Alors, je ne devrais pas vous dire ça, mais on va être pragmatique. Vous allez être dans une situation où vous allez probablement avoir une situation qui passe de MyFair classique à MyFair Desfire. Il vous faudra du temps pour passer en tout Desfire, d'accord, si vous le décidez ou si vous choisissez une autre solution, d'accord, qui n'est autre que Desfire mais sécurisée. Dans ce cadre-là, il y a un moment où cette transition-là va demander de l'adaptation et il faudra de toute manière s'appuyer sur vos infrastructures de lecture sans contact. Et on sait que souvent, la solution pour que ça marche, c'est de justement ne faire que de la lecture d'identifiant unique. Ce n'est pas la bonne solution. On sait que c'est la plus simple. Voilà. Donc, on vous la déconseille. Maintenant, vous pourriez aussi choisir ça. Alors, il y a une longue remarque. OK, d'accord, c'est ça. Pas d'intégration de certificat RGS pour la signature numérique. La problématique RGS, c'est une problématique autre que la problématique de la signature numérique. C'est une problématique globale, en fait, de tout le système identité plus signature. Voilà. Donc, les certificats sont au niveau RGS. Au niveau des problématiques d'enregistrement, c'est un sujet qu'on traite par ailleurs, mais qui n'est pas en lien avec la carte. Doit-on considérer que le MFA est appliqué à condition d'utiliser les deux technos de CPSV4 et disposer d'un dongle USB en complément? Alors, pour le MFA, c'est donc nous, on demande du deux-facteur. Le deux-facteur, bah, ça va dépendre. D'accord? Deux-facteur, ça peut être deux mots de passe. D'accord? Alors, bien sûr, deux mots de passe stockés dans deux solutions différentes. Ça peut être d'avoir la carte qui a sa propre authentification électronique et que l'utilisateur tape un code PIN. Ça fait deux facteurs. D'accord? Ça peut être d'avoir deux cartes différentes, d'accord, d'authentification. Donc, en fait, dire quelle est la condition de MFA, les deux technos de la CPS V4, non, c'est en gros, vous choisissez une des technos qui permet de garantir que la carte est bien une carte du porteur. Et après, la deuxième, généralement, c'est ce qu'on dit avec le code porteur, le code PIN. C'est ce que vous faites avec le bancaire, le code PIN. Et ça, c'est ce que c'est l'utilisateur. Et c'est souvent les deux facteurs qu'on utilise. Un premier facteur qui est la possession du vecteur d'authentification, donc la carte en l'occurrence, quelle que soit sa technologie, d'accord, du moment que ça vérifie bien que c'est cette carte-là et pas juste celle du copain à côté ou du collègue, et le fait en plus que je vérifie que le porteur de cette carte-là est bien celui que j'ai en face du clavier avec le code PIN. Donc c'est comme ça que vous avez du 2FA. Mais ça ne nécessite pas Desfire plus FIDO2. Voilà. Alors je vais avancer. Mise à jour à distance des données de la carte. D'accord. Alors, c'est un sujet, je répète, qui ne va pas forcément toucher les structures. Et encore, je ne sais pas. D'accord. Mise à jour de données de la carte, c'est donc avec la CPS 3, toute modification d'activité, lieu d'exercice ou profession implique l'envoi d'une nouvelle carte. C'est comme ça aujourd'hui. D'accord. Mais en plus, je rajouterai le fait qu'au bout de 3 ans, les certificats de la carte sont obsolètes et comme il n'y a pas de mise à jour, on change la carte. Donc, si la carte dure 3 ans, c'est que ces certificats actuellement à l'intérieur durent 3 ans. C'est ça la contrainte. Dans la CPS 4, on va décorréler ces informations-là. C'est-à-dire que la mise à jour à distance permettra d'importer dans la carte des modifications RPPS, qui permettra, et les certificats qui permettront de garder la carte jusqu'à 6 ans. Donc les structures, en fait, sur les modifications faites dans les RPPS, ça pourra arriver. Et ce qui est probable, c'est qu'au bout de 3 ans, vous ayez un changement de certificat pour les CPS. C'est un sujet qui est plutôt un sujet pour les professions libérales. Ça peut arriver notamment pour des professionnels de santé, comme je disais, qui travaillent à la fois en libéral, en cabinet, et qui travaillent aussi dans la structure qui est à côté. Donc ça peut arriver. La télémise à jour, elle est dans ce cadre-là, son objectif, c'est qu'elle soit portée par l'utilisateur. On va construire, donc elle est en train d'être construite, puisque de toute manière, il faut bien comprendre qu'elle n'aura d'intérêt
qu'à partir, vous le verrez dans le planning, au moment où on va déployer que de la CPS V4, d'accord, et qu'on arrivera aux fins des certificats. Donc, de toute manière, ce n'est pas avant 3 ans. D'accord. De toute manière, pas avant 3 ans, on se posera la question de la télémise à jour et de toute manière, on reviendra vers l'écosystème pour présenter ce qu'on a prévu sur ce sujet-là. Mais je répète, c'est un sujet qui est a priori en lien entre l'ANS et l'utilisateur final. Donc en gros, l'ANS va se débrouiller d'informer l'utilisateur final de cette télémise à jour. L'utilisateur final la fera, donc il faudra voir après dans les structures comment il pourrait la faire. Est-ce qu'il pourra la faire chez lui ou au sein de la structure? Ça, c'est des choses qui sont en construction et en discussion. D'accord. Et ensuite, il aura la mise à jour de sa carte. D'accord. Il pourra ensuite commander une autre carte si c'est nécessaire. Donc, hors perte, le professionnel gardera sa carte pendant 6 ans. C'est ça notre objectif, notre vœu pieux. D'accord. Pas de carte toutes les 3 ans. Peu importe les modifications. Le professionnel, comme je le dis, sera autonome pour mettre à jour les informations. Alors, on n'est pas naïf, on a bien compris que dans les établissements, l'autonomie, et j'ai envie de dire du grand public face à la technologie, n'est pas toujours ce qu'on attend, d'accord? On en est bien conscient. Donc, on essaye de voir comment faire cette mise à jour. On regarde notamment comment sont mises à jour les téléphones portables, quelles sont les ergonomies qui sont utilisées. C'était plus un problème ergonomique qu'un problème technique. Et voir après avec vous, on viendra vers vous, les établissements, pour vous expliquer comment on pense la chose et reprendre vos retours. Il lui sera toujours possible de commander une autre carte. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la télémise à jour n'est pas une obligation. Ça sera un passage proposé et il pourra toujours commander une autre carte. Notamment en cas de perte, de vol et dysfonctionnement, forcément, on ne va pas l'obliger à mettre à jour une carte qui ne marche pas. L'impact sur les structures, donc il y a un processus de mise à jour qui sera explicité, d'accord, afin qu'il soit autonome, comme je l'ai dit, sera aussi explicité aux structures pour vous permettre d'accompagner les professionnels si nécessaire. On ne souhaite pas vous rajouter de la charge, on souhaite que l'utilisateur soit autonome. Je vous rappelle d'une manière générale, en fait, ce qui est proposé notamment à travers HospiConnect et la stratégie d'identification électronique, c'est que la carte soit propre au porteur, donc le porteur soit, quand il est au niveau national, d'accord, enregistré au niveau national, ce soit sa carte. D'accord, donc on reste dans cette mécanique-là. Alors, ce qui est important, c'est que l'API de mise à jour sera mise à disposition des éditeurs. Donc, je répète, c'est plutôt pour le milieu libéral, mais on imagine que cette API de mise à jour pourrait être intégrée dans des bornes, par exemple, chez vous, si vous le souhaitez, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et l'ANS fournira un logiciel de mise à jour. Donc voilà pour ce sujet-là. Il est important d'en parler pour que vous ne soyez pas surpris quand on arrivera probablement autour de 2026 avec les propositions et qu'on vous présentera ça. Alors, sujet qui est important, alors peut-être pas pour tous les établissements, mais au moins pour ceux qui ont déjà déployé de la CPS, visuel et personnalisation de la CPS 4. Il y a des changements. D'accord. Il y a du changement. Le réco de la carte CPS 3 ne change pas avant juillet 2025. D'accord. Donc déjà, c'est quelque chose qui est important. Et dans le cadre de ceux qui ont déjà, donc notamment de l'appel à projet Alpha HospiConnect, ceux qui ont reçu des CPS V4, vous avez pu voir que vous avez encore les visuels de la CPS V3. D'accord. C'est normal. On est dans une phase de transition entre aujourd'hui et juillet 2025. D'accord. D'ici là, les visuels seront modifiés et communiqués. Donc on va les modifier, mais on ne produira pas avant et on communiquera autour de T1 2025 sur les nouveaux visuels qui ne concerneront que la CPS V4. D'accord. Alors, pourquoi on change les visuels? Déjà, et d'une, ça sera plus simple. D'accord. C'est-à-dire que d'avoir une nouvelle version de carte avec un visuel nouveau, au moins pour les supports, ça sera plus simple que d'aller vérifier si le numéro de la carte ou une information, un indice caché sur le visuel, quand le PS appelle, voilà, il aura le nouveau visuel et tout de suite, on saura que c'est une CPS V4. Donc, c'est très important. En revanche, ce qui est important, c'est le verso. Donc le recto, en fait, ne sera plus a priori modifiable. C'est-à-dire que si vous êtes un établissement qui réimprimait quelque chose sur la carte, vous ne pourrez plus le faire sur le recto. D'accord. En revanche, en contrepartie, sur le verso, on va vous offrir une zone libre, complètement libre. Cette zone, c'est celle que vous voyez en vert. Donc là, les informations sont vraiment totalement à titre d'exemple. On a pris la PHP comme exemple. Donc voilà, donc typiquement, voilà, vous aurez une zone. Alors, on ne peut pas imprimer sous la puce. Pour des raisons de sécurité, sinon elle va se bloquer immédiatement. Donc il y aura une zone sous la puce qui ne sera pas imprimable, mais de toute façon il y aura déjà nos logos dessus. Et il y aura une zone complètement blanche à gauche sur laquelle vous pourrez inscrire ce que vous souhaitez. Donc on est conscient du changement pour ceux qui impriment déjà.
ça signifie de changer des templates, d'accord, d'impression. Mais pour nous, ça va aussi dans la direction que le recto et la partie régalienne, et le verso peut être laissé libre à la partie locale. Alors, on est conscient que si un professionnel de santé travaille dans un établissement puis dans un autre, d'accord, il y a un seul des établissements qui pourra post-personnaliser la carte. On en est bien conscient, mais on sait que certains utilisent aujourd'hui cette post-personnalisation dans leurs locaux. Donc, on garde cette offre-là pour permettre d'avoir la continuité de service. Voilà. C'est un point qui est important sur ce sujet-là. Et je répète, on reviendra vers vous sur les différences de recto, d'accord? Et on publiera incessamment sous peu, probablement même début T1 2025, vraiment l'encart qu'il sera sur la V4. C'est vraiment comment on appelle ça? Les zones exactes de la partie verte. Voilà. Parce que justement, il faut qu'on limite absolument pour ne pas imprimer sur la puce. Alors, le point qui est important, la CPS V3 est aujourd'hui sur le terrain, elle fonctionne, d'accord, mais elle fonctionne avec un middleware, d'accord, avec une librairie qu'il faut installer sur le poste utilisateur. Pour la CPS V4, c'est une nouvelle carte. Forcément, on a mis à jour un certain nombre de choses en termes de sécurité. Forcément, on a changé, alors je vais reprendre le terme qui a été utilisé tout à l'heure, certain nombre d'APDU, donc c'est vraiment des commandes protocolaires entre la carte et le lecteur au niveau bas niveau. On est vraiment sur du port série, d'accord, bas niveau. Donc de fait, il faut mettre à jour cette cryptolib. Alors, la cryptolib, c'est un logiciel qui assure uniquement l'interfaçage entre les applications informatiques et les cartes CPS. C'est-à-dire qu'en gros, la CPS arrive sur le lecteur, d'accord, elle n'est pas lisible par le système d'exploitation. Il va juste détecter qu'il y a un machin, mais il ne va pas être capable de la lire. Donc, vous installez la cryptolib CPS, et normalement, à partir de là, le système d'exploitation, que ce soit Windows, Mac et Linux, d'accord, mais on sait qu'il y a moins Linux dans les établissements de santé au niveau des postes utilisateurs. À ce moment-là, vous mettez la cryptolib et le système la reconnaîtra. Ça permet d'exploiter l'intégralité des fonctions de sécurité de la CPS, notamment par exemple pour les accès à des services tels que le portail DMP. La cryptolib est compatible aussi des navigateurs, des navigateurs Edge, Google Chrome et Firefox, et finalement de tous les navigateurs qui utilisent les briques du système d'exploitation. Les navigateurs qui n'utiliseraient pas ces briques-là, mais on n'en a pas connaissance, il y a uniquement Firefox qui le faisait à une certaine époque, mais même maintenant, ils ont changé leur fusil d'épaule. Aujourd'hui, la cryptolib doit être compatible d'à peu près tous les navigateurs. Nous, on fait du support pour Edge, Chrome, Firefox et Safari. Voilà. Alors, cette cryptolib doit être installée sur le poste afin d'utiliser la carte CPS. Donc, pour la CPS V4, il est absolument nécessaire et indispensable de mettre à jour vers la version 5.2. Aujourd'hui, il y a encore quelques semaines, c'était la version 5.1 qui était déployée. Aujourd'hui, c'est la 5.2. Quand vous recevrez des premières CPS V4, il faudra absolument que vos postes soient équipés de la version 5.2. Ce n'est qu'une mise à jour de la cryptolib. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous prenez la nouvelle version, vous l'installez sur vos postes, vous la déployez avec une GPO, par exemple, si c'est ce que vous faites. Et à ce moment-là, vous la mettez en 5.2. Et à partir du moment où vous avez des 5.2 sur tous vos postes, vos utilisateurs, vos postes de travail sont prêts à accueillir de la CPS V4, au même titre que de la CPS V3. Il n'y a rien de plus à faire. Y aura-t-il un problème si nous décidons d'équiper l'ensemble du personnel de cartes CPX, 5000 users, problème de production, coût pour l'ANS? Alors, problème de coût pour l'ANS, oui, forcément. En revanche, à ce moment-là, nous sommes sur une discussion, mais problème de production, non, il n'y a pas de problème de production. Pour vous donner une idée, on a autour de 2 400 000 cartes, je crois, sur 3 ans produites. Donc, je n'ai pas dit que 5000 utilisateurs, c'est rien, c'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai dit qu'en termes de production, on n'a pas de problème. D'accord. Voilà. Alors, question un peu. Non, ça a été répondu. OK. Voilà. Donc, il n'y a pas de difficulté. Alors, est compatible avec les Windows ARM? Non, actuellement, non, mais c'est en cours. D'accord. La 5.2 sera bientôt compatible avec les Windows ARM. Alors, bientôt, dans un temps semestriel, on va dire. Mais oui, c'est prévu qu'elle soit. On a lancé les développements. Voilà. Sachez que la Cryptolib 5.2 est déjà compatible de Apple ARM, des M1 d'Apple. Donc, les passer sous Windows ARM, ça ne pose pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà.
voilà, il faut faire l'installeur dans le mode Microsoft plutôt que Apple, mais en tous les cas, elle est déjà compatible ARM. Donc, il faut qu'on construise cet installeur et qu'on fasse la non-régression. Et après, on a tout un processus avec l'assurance maladie pour la déployer et l'autoriser sur le terrain. Donc, ça prendra un petit peu plus de temps. Voilà. Mais sinon, oui, elle sera compatible Windows ARM. OK. OK. Donc voilà, je répète, hein, mettez à jour la cryptolib dès maintenant. Là, vous n'attendez pas, dès maintenant, mettez la 5.2. D'accord? Sachez que la 5.2 est compatible des CPS 3 et 4. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'attendre, faites-le immédiatement. Et c'est valable dans toutes les situations. D'accord? Calendrier et stratégie de déploiement de la CPS V4. D'accord? Alors, on a fait un petit planning aujourd'hui. Donc, en gros, octobre-novembre 2024, d'accord, on a en gros 2 phases de déploiement. La première, c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui, octobre-novembre 2024, et c'est uniquement dans le cadre de l'appel à projet HospiConnect. D'accord? Uniquement dans ce cadre-là, d'accord, les utilisateurs qui sont dans ce périmètre-là bénéficient de la CPS V4. D'accord? L'objectif, c'est quoi? C'est fournir des CPS à une nouvelle population dans le cadre d'expérimentation de génération du 2FA. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, vous avez de la CPS V4. Alors, vous pouvez avoir de la CPS V3, hein, d'accord? Mais a priori, vous êtes une cible pour la CPS V4. D'accord? Novembre 2024, donc c'est ce qu'on a, c'est la situation dont on sort, hein, on a ouvert la commande des cartes de CPS, de test CPS4. D'accord? Donc, on va en parler juste après. En gros, vous pouvez, dans les formulaires, vous pouvez maintenant, dorénavant, demander des cartes spécifiquement CPS V4. D'accord? Donc, ça, c'est typiquement, on est dans le cadre des éditeurs ou des DSI, éventuellement, qui veulent préparer l'usage de la CPS V4 avant son déploiement. D'accord? On a 1 an d'avance. Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il y a de l'ergonomie qui est nécessaire pour les éditeurs pour dire, voilà, si vous avez une V4, faites ça, si vous avez... je ne sais pas. De notre point de vue, il n'y a qu'une cryptolib à faire, mais on n'est pas à l'abri que du point de vue d'un éditeur ou d'un industriel, il est en termes d'ergonomie une autre vision et qui souhaite. Donc il a, en novembre, dès novembre 2024, il peut commander des CPS V4. D'accord? Décembre 2024, mise à disposition de la cryptolib 5.2, c'est ce que je viens de dire. Donc la 5.2 est déjà disponible. Vous aurez des liens plus bas. Vous pouvez tout de suite la déployer, la généraliser, et on vous invite à le faire. Elle est compatible CPS3 et CPS-V4. Février-mars 2025, d'accord, on sera sur des lancements de pilotes au niveau des postes de PS libéraux, donc pas des structures. D'accord? Uniquement des libéraux. D'accord? Donc, on va prendre une cinquantaine ou une centaine de postes vus avec des éditeurs pour vérifier qu'effectivement, en conditions réelles, d'accord, la CPS V4 et sa cryptolib 5.2 associée fonctionnent parfaitement. Donc là, c'est vraiment valider la compatibilité. Aujourd'hui, dans notre environnement laboratoire, on a 100% de tests réussis. En environnement réel, on a une 5.2, une cryptolib 5.2 qui fonctionne à 100% sur les CPS 3. Voilà, maintenant, il nous reste la dernière étape, c'est vérifier que le laboratoire en CPS V4 fonctionne sur le terrain. D'accord? Le fait qu'on soit confiant ne suffit pas, il faut qu'on aille se confronter à la réalité. Juillet 2025, donc ça c'est la date fatidique, on va dire, c'est fourniture progressive de CPS V4. L'objectif, c'est passer progressivement d'un parc de CPS 3 à CPS 4 en 3 ans. On ne va pas en juillet 2025, d'accord, prendre toutes les V3 et les changer en V4. D'accord. Vous aurez donc pendant 3 ans un parc de cartes dans lequel il y aura, donc si on prend les visuels, des visuels en CPS V3 et des visuels en CPS V4. Ce n'est pas un Big Bang, c'est juste qu'à un moment donné, et on va probablement même en juillet, être progressif ou décider que petit à petit, on va passer à V4 sur certaines populations, etc. On a un stock de V3 qui tient jusqu'à juillet 2025. Entre aujourd'hui et juillet 2025, on a des commandes de cartes qui vont évoluer. On aura peut-être plus de stock que prévu, donc ça sera peut-être un petit peu après juillet. On n'en sait rien. Pour l'instant, c'est juillet 2025 et on passera progressivement à la V4. C'est très important. Ne vous attendez pas en septembre 2024 à recevoir des cartons entiers de CPS-V4 à fournir aux utilisateurs. Ça ne fonctionnera pas comme ça. On va aller au bout des CPS-V3 et de leur belle vie. Donc CPS-V3, plus 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Excusez-moi. Dans le cadre d'un renouvellement récent de nos CPS-V3, faut-il demander un remplacement vers une V4? Non, pas du tout. Ça se fera à la fin de la CPS V3, à la fin de la CPS V3 quand elle va mourir, ou parce qu'il y a une perte de vol ou un dysfonctionnement de la CPS V3 et donc une nouvelle demande de carte et ça sera une V4 à l'arrivée. D'accord. Demander une CPS V4. Oups, on parle de carte de test. Oui, on parle de carte de test, oui, exactement. Nous évoquons juste après.
On gérera donc une personnalisation différente selon qu'on est en V3 ou en V4. Est-ce que techniquement, on pourra savoir si la carte est en V3 ou V4 automatiquement son numéro? Alors, vous serez en V3. Oui, vous pourrez savoir. Alors, c'est une bonne question. Vous pourrez savoir techniquement, sans regarder le visuel, vous pourrez savoir si c'est une V3 ou N4. D'accord? C'est une très bonne remarque. On le mettra dans la FAQ, comment on pourra techniquement vraiment vérifier à l'insertion que c'est une V3 ou une V4. En dehors du visuel, le visuel sera différent. D'accord? Sachez en plus que quand on va décider de passer en V4 sur une population, d'accord, ce sera probablement par visuel. Et quand je dis par visuel, c'est-à-dire que d'un coup, les médecins vont passer, les rouges vont passer en V4, les verts vont passer en V4, les bleus vont passer en V4, les oranges vont passer en V4. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous aurez un T0, en gros, où vous n'allez ne recevoir plus que des V4. D'accord? Et plus de V3. Donc, de votre point de vue, a priori, après, je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain, vous pouvez avoir un médecin libéral qui arrive avec sa V3 au milieu d'une post-personnalisation qui est passée en V4. Donc, je ne veux pas présupposer de ce que vous allez vivre. D'accord? En revanche, a priori, de tous les cas, au moins un jour donné, vous allez passer en V4. D'accord? Vous allez recevoir dans votre guichet des badges que des V4. D'accord? Donc, vous pourrez normalement, théoriquement, changer vos post-impressions en V4. Voilà, je répète, hein, il n'est pas exclu qu'un médecin arrive avec une V3 issue voilà, et vous aurez un parc hétérogène à un moment donné, j'en suis tout à fait conscient. Mais normalement, quand on va basculer, c'est qu'on va basculer des cartes et après ne recevront que des V4. Voilà. Processus de commande de carte de test, CPS V4, d'accord. Donc il y a un formulaire, d'accord. Alors vous pouvez soit faire le formulaire, soit la démarche simplifiée. D'accord. Donc ça ne change pas entre la V3 et les V4. Donc on a intégré, les équipes chez nous ont intégré bien entendu la capacité à cocher, enfin alors je ne sais plus si c'est cocher ou choisir, une V4. D'accord. La V3 étant toujours disponible à la commande. D'accord, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc les deux options sont disponibles, donc index des formulaires. Donc vous voyez le commande donc soit par excusez-moi, soit par démarche simplifiée, soit par le formulaire 414 habituel aujourd'hui. Alors, important, la commande de carte de test est limitée. D'accord? Aujourd'hui, on est dans une phase de transition entre V3 et V4. On n'est pas, donc même si la question tout à l'heure a été posée, si on rajoute 5000 utilisateurs, est-ce qu'il y aura un problème? En revanche, il y aura les liens pour la crypto-libre. Je peux répondre tout de suite, il y aura les liens juste en dessous. La commande de carte de test est limitée, et notamment CPS V4. D'accord? Quand je dis limité, on est autour de 20 cartes par demande. D'accord? 20 cartes par demande. Voilà, ces cartes nous coûtent quand même. Et en plus, en CPS V4, aujourd'hui, on n'est pas dans de la masse prod. D'accord? On est dans de la prod intermédiaire, de la production intermédiaire. Donc, on peut fournir, mais si on veut pouvoir fournir tout le monde, on limite la demande. Voilà. Bon, je vous dis ça parce qu'on a reçu des demandes de 160 cartes. On ne pourra pas fournir 160 cartes. Voilà. Donc, on va dire autour de 20. OK. Alors, on vous a fait une petite checklist. Alors, elle est très courte, hein. Elle est très courte. Je vous répète, hein, normalement, la CPSV3, quand elle arrive, il ne devrait pas y avoir de discussion là-dessus. D'abord, la première action, donc vous pouvez imprimer et puis checker, hein, vérifier et mise à jour du middleware. Donc, vous pouvez le faire tout de suite. D'accord? Vous pouvez faire tout de suite, mettre à jour la cryptolib. D'accord? Usage du MyFair dans la structure. Pareil, faites-le tout de suite, n'attendez pas. D'accord? Si seule la technologie MyFair classique est disponible dans la structure, la 4 CPS V4 ne sera pas utilisable dans le cadre des mêmes usages. D'accord? Alors, il y a une petite astuce, je vous répète, c'est d'utiliser la lecture de l'identifiant unique, mais sauf qu'on ne vous la conseille pas, parce qu'en termes de sécurité, c'est vraiment excusez-moi, le no man's land de la sécurité. En revanche, c'est celle qui est la plus simple à mettre en œuvre, c'est que vous passez. Voilà. En revanche, le MyFair classique marche par secteur, donc des secteurs d'information. Cette méthode-là, donc si par exemple vous avez ce qui se passe souvent du MyFair classique pour les imprimantes, pour pour la commande de sélecteurs de boissons, pour la restauration, pour le parking, etc., et que chacune de ces fonctionnalités utilise un secteur MyFair avec des compteurs, avec etc., hein, ce qui est très classique, c'est le cas de le dire, en Deathfire, ça ne marchera pas de la même manière. Donc il faut mettre à jour, il faut aller vérifier auprès de ceux qui fournissent ces solutions-là,
comment passer à une technologie Deathfire. Voilà. Je vous répète, hein, Deathfire, ce n'est pas nouveau. La fin de vie du classique est quand même annoncée depuis longtemps. C'est quelque chose qui est difficile à faire passer parce que souvent, le sans contact est une solution très usuelle. D'accord. Donc, on peut vous accompagner et on a déjà, pour ma part, j'ai déjà fait des webinaires avec certaines DSI, notamment celle de HospiConnect, pour expliquer, essayer d'accompagner et d'aider autour de ce changement MyFair classique, MyFair Deathfire. D'accord. Il n'est pas du tout exclu qu'on ne fasse pas des webinaires un peu en mode libre-échange sur ce sujet-là pour vous aider, hein. C'est tout à fait possible et envisageable. Déploiement du FIDO2, donc si vous le souhaitez, hein, si l'option FIDO2 est choisie, ce qui est tout à fait... c'est une bonne solution, hein, vraiment, honnêtement, voilà, on ne choisit pas FIDO2 comme ça, c'est une très bonne solution. Donc celle-ci ne fonctionnera qu'à travers des lecteurs de cartes contact. Donc ça, c'est important. Il faut des lecteurs de cartes contact. Contrairement à une clé de sécurité FIDO que vous achèteriez dans le commerce qui, elle, pourrait se connecter directement au port USB. Maintenant, si vous la connectez au port USB, il faut qu'il y ait le port USB ouvert. Voilà. Accessible pour l'utilisateur quand il arrive. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, très honnêtement. Après, vous pouvez mettre une rallonge. Hein, c'est pas... Voilà. Vérification du fonctionnement de la post-personnalisation. Si vous personnalisez vos cartes dans votre structure, c'est ce qu'on vient de dire juste avant, il vous faut modifier le format que vous souhaitez imprimer et tester. Alors, cette partie de la checklist, vous ne pourrez la vérifier que à partir de T1 2025, quand on vous communiquera les versions définitives des visuels. D'accord. Bonne question sur le Deathfire. Je ne sais plus. Alors, quelle est la taille espace Deathfire fournie? 2K, 8K, on a une appli biométrique pour les serveurs très bien qui peut faire en place pour les autres applications. Je n'ai plus la réponse en tête. Voilà, je suis désolé, je n'ai plus la réponse. Si quelqu'un pouvait répondre, ça serait de l'équipe, je ne sais plus. D'accord. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est 4K ou 8K. Voilà. Je suis désolé, on m'a déjà posé la question et j'ai répondu, mais là, je ne l'ai plus. Désolé. Je ne voudrais surtout pas dire de bêtises. C'est pareil, typiquement dans cette situation-là, je vous invite à faire une commande de carte CPSV4 de test, d'accord, et vous aurez l'information tout de suite. Et d'ailleurs, vous pourriez tout de suite imaginer une solution de repli si d'aventure vos données biométriques ne rentraient pas dans la partie sans contact. Ce que je ne pense pas. Voilà, ça dépend de la biométrie, mais à mon avis, ça doit rentrer, que ce soit 4K ou 8K. À mon avis, 4K doit suffire, mais voilà, je ne sais pas. Alors, quelques liens et 8K. Ben voilà. Alors là, vous pouvez pas. Voilà, c'est la meilleure personne là, que vous aurez. Donc, c'est bien 8K. Voilà, vous avez la réponse. Voilà. Je vous garantis que la personne qui vient de répondre est parfaitement au courant du problème. Voilà, donc quelques liens utiles. D'accord. On va bien entendu, au fil de l'eau, améliorer ces informations. D'accord. Et notamment sur tout ce qui est la cryptolib, les informations qui ont été demandées juste avant, là, qui sont intéressantes. Donc voilà, ces pages-là vont vivre, donc je vous invite à les regarder. Et puis toujours pareil, vous pouvez nous contacter. On fera au mieux. Alors je répète, nous contacter, on fera au mieux pour vous aider. Pour tout ce qui est standard, vraiment sincèrement, c'est pas voilà, on vous invite à aller voir les standards, les informations qui sont disponibles, ou à vous orienter vers vos éditeurs qui sont, s'ils ont intégré la technologie, doivent être à peu près au courant. Donc surtout, n'hésitez pas à vous tourner vers eux pour tout ce qui est standard, pour ce qui est propre à la CPSV4 et on va dire au régalien, authentification signature des parties habituelles. En fait, en gros, tout ce qui nécessite la cryptolib, typiquement. D'accord. Ben, à ce moment-là, effectivement, il faut que vous nous contactiez, il n'y a aucun sujet. Voilà pour cette présentation. D'accord. Alors, je vais laisser les liens ouverts. Et puis, si certains veulent encore échanger, Alexandre, si tu as un mot de fin. Alors, j'avais justement, il y a deux questions qui n'ont pas été répondues. Je crois qu'il y Ah, en a une pardon. qui vient d'être posée. Il y a une première question qui était beaucoup plus tôt sur le Deathfire de Monsieur Le Denma. Quid des professionnels travaillant sur deux établissements si chaque établissement modifie sa master key? Exactement, c'est une difficulté. Oui, et on n'a pas vraiment de solution là-dessus. Alors, une des solutions, ça serait de forcer, nous, la master key chez nous, d'accord? Et de vous donner ensuite la master key. Je vais être honnête avec vous, de mon expérience personnelle, même en dehors de l'ANS,
il y a beaucoup de solutions d'S-Fire qui imposent la master key. D'accord? Oui, le problème, c'est qu'en fait, il y a des solutions d'S-Fire qui imposent la master key et on se retrouvait dans une situation où il n'y aurait pas de possibilité. C'est pas bien d'imposer la master key. D'accord? Donc, c'est pas bien d'imposer la master key ni finalement pour la solution d'établissement, ni finalement pour nous, l'ANS. D'accord? Maintenant, dans le Deathfire, effectivement, de ne pas définir une master key, c'est un problème. Et si on devait définir une master key, on devrait définir une master key qui serait probablement diversifiée par carte et la donner à tout le monde. Donc, ça devient en fait finalement une donnée qui est publique. Donc, en termes de sécurité, c'est pas génial non plus. Voilà. On va rentrer dans un... Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de répondre à cette question-là sur le Deathfire. Voilà. Alors, j'ai une autre question de Arnaud de la CPAM. En parlant de coûts, combien coûte une CPX une fois arrivée entre les mains d'un professionnel? Ouh là là, vous rentrez dans un débat compliqué. D'accord? Compliqué pourquoi? Non pas parce que je ne vais pas forcément vous le dire. Compliqué parce que ça va dépendre de tout ce qu'on compte à l'intérieur d'une CPS. Il y a le coût plastique, de combien nous on l'achète sur le marché. D'accord? Combien coûte l'infrastructure autour pour donner les informations, pour les produire. Combien coûte l'envoi. Typiquement, un envoi dans les dom-toms ne coûte pas de la même manière qu'un envoi sur la région parisienne, hein, tout bêtement. Excusez-moi. Et ensuite, il y a tous les coûts annexes qui ne vont pas dépendre de nous, qui vont notamment dépendre des services de l'assurance maladie, du GIE César Vital, voire des éditeurs. Je peux vous dire une chose, c'est qu'une carte sécurisée, d'accord, quoi qu'il arrive, même sur votre banque, d'accord, vaut entre 6 et 15 euros. D'accord? Voilà. 6 à 15 euros par carte. Et on est souvent là dans une problématique purement plastique, d'accord, d'une production d'une carte sécurisée. Voilà, c'est globalement ça. D'accord. Si vous allez par exemple, sur Amazon, et on a fait l'exercice, hein, vous achetez une carte de type équivalente, en fait, vous allez être rapidement. Alors, c'est une carte à l'unité, hein, bien entendu, vous achetez une carte à l'unité. Nous, on a des effets de masse, hein, c'est évident. Vous avez des cartes qui sont autour de 30 euros. D'accord. Donc, voilà, globalement, combien coûte une carte CPX. Vous êtes dans cette tranche-là, et on est globalement dans cette tranche-là. D'accord. Voilà. Du coup, Arnaud faisait une remarque qui, je pense, est utile à beaucoup de gens, qui disait que lui, ça l'intéressait d'avoir ces échelles de coûts pour derrière sensibiliser les professionnels pour qu'ils en prennent soin de leur côté. Oui, ben, alors, c'est la CPSV 4 est dans une phase de transition aussi, même si elle ne change rien, enfin, change rien, j'entends bien, je mets en dehors le MyFair classique, d'accord? Notre objectif, c'est qu'elle ne change pas en termes d'usage. En revanche, elle est déjà dans un objectif de réduire les coûts. D'accord? Les mécaniques qu'on a, notamment de renouvellement de la carte à chaque mise à jour, sont des mécaniques qui finalement coûtent cher. C'est-à-dire qu'en gros, vous imaginez, hein, on va prendre une tranche entre 6 et 15 euros le prix de la carte, et on va dire en termes de production hors du système d'information, on se retrouve à avoir une carte qui, à chaque fois qu'un professionnel de santé change par exemple d'établissement, on lui régénère entre 6 et 15 euros. Sur la masse de la France, vous imaginez le nombre de professionnels de santé qui bouge, qui est mobile. On est d'autant plus dans une société mobile, là où avant, en fait, on était plus dans une société sédentaire. Donc forcément, ce n'est pas le... C'est difficile de continuer comme ça. Ensuite, si vous changez beaucoup la carte, je pense qu'il y a un phénomène psychologique qui fait que la carte ne vaut plus vraiment grand-chose, puisqu'en fait, dès que ça ne va pas, on va m'en donner une. Donc ça rejoint la remarque. Si on arrive à dire que c'est une carte qui dure 6 ans, je pense qu'on se rend compte un peu plus de son importance. C'est un phénomène psychologique comme ça. La sécurité n'a pas de prix. Alors, oui, enfin, elle n'a pas de prix. Disons que vous aider à tout sécuriser, on considère que ça n'a pas de prix et on fait notre possible pour vous assister. En revanche, oui, elle a un prix quand même, hein. Elle a clairement un prix, hein. Alors, j'ai une autre question de Monsieur Martin. Quel délai pour l'obtention de la CPS4 une fois la demande faite de la commande à la réception? Alors, vous parlez d'une CPS V4. Alors, je vais répondre pour ne pas emboliser le chat. Il y a la CPS V4 de test, d'accord? Aujourd'hui, ça peut être un petit peu long, d'accord? Honnêtement, donc 1, 2 semaines, d'accord, pour commander la CPS V4, notamment là, en ce moment, d'accord? En ce moment.
Mea culpa, c'est moi qui ai donné un no-go pour la commande de ces CPS de test. Ça va se débloquer aujourd'hui ou demain. D'accord? Et à ce moment-là, vous les recevrez dans une semaine. Si c'est des cartes CPS V4 de test, si c'est les cartes qui seront produites en juillet 2025, ça sera les mêmes délais que pour la CPS V3 actuelle. D'accord? Il n'y aura pas d'amélioration du délai. Alors, l'amélioration du délai, j'ai envie de dire si, puisque quand, en revanche, dans 3 ans, on mettra en place la télémise à jour, en fait, la nouvelle carte, vous n'aurez pas besoin de l'attendre, puisqu'il suffira de la mettre à jour. Alors, quand je dis vous, hein, c'est l'utilisateur final. Alors, pardon, vas-y. Vas-y, c'est comme tu veux. Alors, est-ce qu'une carte peut se... Alors, Oui, il y a une carte sur la partie recyclage. une carte peut se recycler, il y a dedans du plastique silicium, pas évident, non? Alors oui, on essaye d'avoir du... Alors je sais plus ce que c'est le terme, mais on a une carte qui... C'est compliqué, il y a du plastique et du silicium, effectivement. Ça fait partie aussi des sujets de pourquoi on veut prolonger la vie de la carte plutôt que plus que ça. C'est de la même manière qu'en juillet 2025, on va optimiser les stocks aussi pour ne pas avoir... Normalement, des cartes sécurisées se détruisent quand on ne les utilise pas, donc on les détruit. Pour des raisons de sécurité, là, on va essayer d'optimiser en utilisant le maximum de ce qui a été produit. Oui, on a quelques injonctions en termes d'écologie et d'amélioration. Est-il possible d'obtenir le manuel d'exploitation de la CPS-V4, commande APDU, procédure de signature de données? Oui. Alors, ça va arriver. Sachez que la CPS-V4 s'appuie sur un composant qui peut s'acheter dans le public. D'accord? C'est le composant. Alors, vous n'aurez pas la structure de données qu'il y a dans la CPS-V4, mais ça peut tout à fait s'appuyer. Je ne sais plus quel est le composant. À chaque fois, je le demande à la personne qui s'occupe de ça chez moi. Mais de fait, donc, ce composant-là, et vous pourriez avoir les commandes. Je crois que c'est SSCD. Les commandes APDU, procession de signature de données. Alors, je voudrais juste faire une remarque parce que juste anticiper quelque chose. Il y a procédure de signature de données. Honnêtement, on sait que la carte est parfois utilisée pour signer. D'accord? La carte physique est utilisée donc sur le poste de travail pour signer. Moi, actuellement, j'essaye de déconseiller cet usage pour des raisons tout bêtes. C'est qu'aujourd'hui, la signature sur un poste de travail est une fonctionnalité qui est amenée à disparaître. D'accord? C'est amené à disparaître, non pas de notre fait, puisque vous voyez bien que la CPS-V4 peut signer. En revanche, c'est plutôt amené à disparaître du côté des systèmes d'exploitation. Alors, vous aurez toujours un système qui aura une librairie particulière qui permettra d'aller lire le certificat de signature d'un composant que vous avez, etc. En revanche, c'est une fonctionnalité qui est plutôt amenée à disparaître et on est plutôt autour de l'authentification. L'authentification à des serveurs de signature. Voilà. Donc, c'est une petite parenthèse. Je veux dire, les solutions locales de signature avec une carte à puce, etc., sont dans l'esprit, et notamment poussées par le GAFAM, des solutions qui sont amenées à disparaître pour des serveurs de signature. On va vers un monde tout connecté, et de fait, on est poussé là-dessus. Et ce qui fait que, par ailleurs, on n'est pas trop aidé pour faire des briques techniques pour signer avec un composant local. Voilà. Soyez-en conscients, parce que c'est pas l'avenir, en fait. Voilà, c'est pas l'avenir. Pas de notre fait, puisque vous voyez bien qu'on fait de la signature sur les feuilles de soins, mais c'est comme ça. Est-il prévu des webinaires de commande de CPS V4 de prod autres que le portail Tom? Les web services, je crois, pas Oui, webinaire. pardon, c'est l'habitude. Des web services, oui, pas dans l'immédiat, mais oui, c'est dans notre roadmap. Voilà. Alors, ça sera probablement pas des web services de commande. C'est pas exactement le terme. Voilà, je vous répète, on s'oriente vers une carte qui est plutôt une carte du porteur, d'accord? Et quant à utiliser dans les établissements, on est plutôt dans des web services de gestion des cartes des utilisateurs, enfin des porteurs qui sont employés chez vous. Voilà, voilà, c'est pour ça. On va, vous inquiétez pas. Il y aura des web services. L'objectif, c'est qu'il y ait des web services et vous puissiez gérer votre parc, d'accord? Que nous on connaît. Voilà. Est-ce que c'est vraiment de la commande de cartes pour une personne? C'est un autre sujet, d'accord? Voilà. Mais aujourd'hui, il y a Tom Web Service, d'accord? Vous pouvez l'utiliser, puisque c'est la cible, c'est d'utiliser Tom Web Service. En revanche, les fonctionnalités offertes vont sûrement être remaniées dans les 3-4 ans qui viennent. Alors, je crois que tu as répondu à toutes les questions. Sinon, il y a Florian et Laurent qui en ont profité aussi. Ah, Donc, merci parfait, à eux d'ailleurs. merci. Merci, messieurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, sinon peut-être, je ne sais pas si la fonction lever la main est disponible, on peut autoriser les Oui, micros oui, bien sûr, si aucun souhaité. problème, si ceux qui veulent Donc, ouvrir. n'hésitez pas si vous en avez d'autres.
Et sinon, j'ai l'impression que tu as fait le tour. Tu été très efficace au fur de la présentation. Ah, là, il y a Laurent. Ah, Laurent a une question. J'autorise le micro. Vas-y, Laurent, je crois que j'ai autorisé ton alors micro. attends, je vais répondre. Je vais juste répondre à la question Ah, du vas-y. chat, voilà. Mais autorise les micros, hein, vas-y, n'hésite pas. Une crypto 5.2 sur LDAP.OS est-elle prévue? Alors, on se contente aujourd'hui. On ne peut pas, c'est pour des raisons de coût, hein, on ne peut pas euh, en fait déployer, investir dans le développement de Cryptolib, donc de composants finalisés, de compilés, etc. Sur tous les OS qui existent. C'est absolument pas envisageable, d'accord? On n'a pas les moyens pour ça. Donc nos cibles, nous, c'est les OS donc Windows, macOS, d'accord, et Linux, sachant que sur la distribution Linux, c'est Red Hat, d'accord? Et ensuite, en revanche, on fournit la cryptolib en open source, d'accord? Donc vous pouvez récupérer la cryptolib, d'accord, et ensuite la compiler pour votre OS et votre cible, d'accord? Voilà. Laurent, Alors, vas-y, si tu avais une main allez-y, levée. allez-y. Oui, merci Alexandre, bonjour. Je voulais juste, je crois qu'il y a une question d'Arnaud qui est peut-être passée à la trappe, qui demandait comment recycler ou faire recycler les cartes. Euh, je crois qu'on peut les envoyer. Ah, faut les renvoyer chez nous, hein, je crois, hein. Là, Ouais, mais je je n'ai crois, ouais. pas l'info précise. Ouais, on n'a pas l'info précise pour ça, oui. Euh, Ça peut être quelque chose qu'on mettra dans la FAQ. On va le noter, on vous le mettra dans quelque part dans la FAQ, comme on peut faire. Il me semble qu'il y a l'adresse, oui, l'adresse au dos des cartes. Je pense qu'on peut les oui, envoyer là. il y a écrit Hein. effectivement. Euh, Le roulement via IAM est-il envisageable? Alors oui, alors merci Florian d'intervenir. Oui, il est vivement encouragé. Vivement encouragé. alors, tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'Arnaud de la CPAM 50 avait levé la main. Je ne sais pas s'il y avait. On vous a autorisé le micro si vous voulez parler. Alors, on ne vous entend pas si vous parlez, par contre. C'est bon, j'ai un autre micro. Voilà. Ouais, c'est bon. Merci. Eh ben, la question a été répondue pour les faire recycler. Bah, je vais, donc, si c'est possible, je peux vous les renvoyer chez vous. Est-ce qu'on les récupère quand les PS C'est bien. ont C'est une bien. nouvelle carte et ils les mettent à la poubelle, donc je préfère les récupérer pour pouvoir recycler le plastique et silicium. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Mais même en Donc, termes de sécurité, c'est très bien oui, que vous les récupériez. aussi, ouais. Voilà. Voilà. Donc, si on peut les renvoyer chez vous, ouais, j'attendrai d'en avoir un petit lot à chaque fois. Et puis, Voilà. Mais c'est sinon, on l'adresse va qui est essayer de derrière. voir comment les Ouais, détruire. On va essayer de voir ouais, comment on peut vous expliquer comment les détruire. D'accord. cool, super. Merci. Il y a manifestement de la pub dans le chat. Voilà. Nouvelle question. Niveau implémentation, l'authentification avec le CPS4 dans Ah, le très logiciel, bien. y a-t-il également un changement à devoir s'attendre ou anticiper? Alors, si vous utilisez la cryptolib, d'accord? Si le logiciel s'appuie sur le middleware cryptolib, ce qui est, je vais dire, dans 90% des cas, d'accord? Non, il n'y a pas de changement à devoir s'attendre, à part mettre la cryptolib 5.2, d'accord? Euh, si, excusez-moi, si maintenant le logiciel n'utilise pas la cryptolib, d'accord? Et a choisi sa propre implémentation, ce qui est rare, hein, d'accord, ce qui est rare. On sait par exemple qu'il y a des logiciels, notamment sur des dispositifs embarqués, ou comme ça a été demandé juste au-dessus, le LDAP.OS. À ce moment-là, à ce moment-là, oui, il faut s'attendre et anticiper le changement. D'accord? Mais sinon, s'il utilise la cryptolib, ce qui est très 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 probable, hein, je veux dire, c'est fort probable que ce soit le cas, mettez à jour la cryptolib et vous pouvez tester. Je répète, vous pouvez commander des cartes de test pour vérifier. Alors, vous pouvez prendre un poste chez vous, hein, je ne sais pas du tout quelle est votre situation en termes d'infrastructure. Vous prenez un poste de travail, vous mettez la cryptolib 5.2 dessus, vous récupérez une CPS V4 de test, vous mettez la carte. Alors j'imagine que derrière dans votre système, comme c'est une identité de test, ça ne marcherait pas. Mais si vous avez une erreur qui est conforme au fait que l'identité n'est pas connue, à ce moment-là, c'est que c'est bon pour vous, hein, c'est que ça fonctionne. J'ai plus l'impression qu'il y a des questions. Ah, non, c'est un merci. Non, merci. Donc, je pense que c'est bon. Alors, sauf si il y a une dernière minute. Oula, c'est Florian qui a Ouais. complété. Mais sinon, non, je pense qu'on a fait le tour. Donc, merci beaucoup, Joachim.
Eh pour ben de la rien. première Voilà, présentation. je vais absolument répéter que c'est le dernier webinaire, hein. Voilà, on en fait beaucoup, notamment avec Florian, hein, vis-à-vis des établissements, et on en fera encore. Et si vous êtes demandeur de webinaires spécifiques sur des points précis, et je répète, notamment sur le MyFair Classic, le Deathfire, etc., on sait par exemple qu'il y a, voilà, vous avez besoin d'accompagnement sur le Deathfire, et notamment pour pouvoir discuter avec les éditeurs ou les intégrateurs de lecteurs. Voilà, il se trouve que dans ma carrière passée, j'ai fait des lecteurs sans contact. Donc je peux aider. Après, on a des plannings un peu serrés, mais voilà, vous pouvez demander des webinaires et on se débrouillera de les organiser à nouveau avec Alexandre et ou Florian pour pouvoir vous répondre. D'accord? Et j'en profite aussi pour dire que ce support et l'enregistrement sera mis à disposition sur notre site. Donc c'est sur la même page où vous êtes enregistré d'ailleurs sur ce webinaire. On va essayer, alors c'est encore à voir avec notamment nos amis de la communication, de vous envoyer un message à tous les inscrits quand ce sera disponible pour que derrière vous ayez l'accès. Et sinon, pour de notre côté, on vous a dit les informations que nous souhaitions. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre participation Merci à et pour vous, les merci des échanges demandes. très Merci. nombreux. Et encore merci à Joachim pour la présentation. Très bonne journée à tous.